Bonjour à tout le monde, je suis Alain Chalier. Je voudrais vous dire combien je suis, au nom de la Fondation de recherche Institut Analgesia, heureux de vous accueillir ici pour la 6e conférence de l'Institut à l'occasion de la Journée mondiale de la douleur. Cette année, les modalités sont un peu différentes, mais nous sommes ravis de pouvoir utiliser finalement ces modalités qui nous permettent de toucher plus de monde et d'avoir des gens qui ne sont pas à Clermont-Ferrand, puisque nous sommes localisés à Clermont-Ferrand, et qui sont un peu partout en France. Nous en sommes ravis et je vous renouvelle tout mon accueil. Cette année, nous avons choisi un thème particulier qui est le thème de la mobilité, je devrais dire peut-être aussi de la sédentarité, mais le professeur Martine Duclos, qui a accepté de venir faire une conférence sur ce sujet, est une spécialiste de l'activité physique, de la sédentarité, chef de service ici au CHU de Clermont-Ferrand, et essaiera de distinguer quel est le vrai du faux dans tout ce que l'on entend sur ces problématiques-là, et ça nous donnera l'occasion d'avoir une vision plus globale de la problématique de l'activité, qui ne sera pas simplement focalisée sur la douleur. Mais pour ce qui est de la douleur, on sait, c'est écrit dans beaucoup d'ouvrages, que le fait d'avoir une activité physique, de lutter sans doute contre la sédentarité, est bénéfique pour les douloureux chroniques comme traitement. Et nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Picard, qui est responsable au CHU de Clermont-Ferrand de la structure d'évaluation et de traitement de la douleur, qui voit en particulier des patients douloureux chroniques, et qui nous fera part de son expérience et de son savoir sur l'intérêt de l'activité physique pour ces patients douloureux chroniques. Je voudrais donc les remercier toutes les deux. Elles sont à côté de moi et viendront prendre ma place tout à l'heure face à notre ordinateur pour que vous puissiez les voir et qu'elles puissent vous présenter les diapositives qu'elles ont préparées. Avant cela, je voudrais vous dire que en haut de votre écran, je ne suis pas un spécialiste de l'informatique, mais en haut de votre écran, vous pouvez voir un certain nombre d'éléments, dont un qui est Q et R, c'est questions et réponses, et vous pouvez donc écrire vos questions et vos réponses, et on les globalisera, on les synthétisera, et lorsque mesdames Duclos et Picard auront fini leur exposé, eh bien on passera aux questions-réponses en fonction des questions-réponses que vous aurez posées. Donc, ne soyez pas gênés pour poser des questions par cette fondation, par ce moyen-là. Voilà, moi je vais auparavant, avant de leur laisser la parole et assez rapidement, vous présenter la Fondation Institut Analgesia, qui est une jeune fondation, et comme vous êtes un certain nombre, à l'instant où je parle, 118 personnes à nous écouter, eh bien, vous ne connaissez pas forcément toute cette fondation. Je vais donc vous la présenter rapidement. Pour vous dire qu'elle est centrée sur le patient, notre objectif est d'aider le patient douloureux chronique. Vous voyez que l'épidémiologie est importante, 10 millions de Français sont concernés. Que je disais, cette pathologie-là est mal connue par ses mécanismes, mais peut-être aussi et surtout, je dirais, mal connue par l'impact que ça a sur les patients eux-mêmes, sur leur vie quotidienne, sur leur environnement familial, sur leur vie socio-professionnelle. Et là, il y a en effet une méconnaissance qui est importante et que les patients connaissent bien, hélas. Face à cette situation, on pourrait espérer qu'il y ait un panel thérapeutique très large, médicamenteux ou non médicamenteux. Hélas, en particulier sur le plan des médicaments, on est dans une pharmacopée, c'est-à-dire un ensemble de médicaments qui est d'efficacité limitée, et en tout cas l'innovation est en panne depuis de nombreuses années. Et c'est bien notre objectif d'essayer, au travers de l'accompagnement des patients, d'innover pour améliorer leur quotidien et réduire la douleur. Alors, face à cette urgence, on a donc en effet créé cette fondation qui s'appelle l'Institut Analgesia, créée en 2016, vous le voyez, et cette fondation est une fondation de recherche, c'est la première fondation en France sur la douleur qui concerne la recherche sur la douleur. Et cette fondation est en fait une fondation qui fédère, un institut qui fédère les acteurs de la recherche qui sont dans notre environnement. On ne prétend pas fédérer tout le monde en France, mais beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans le soin et la recherche. On a une ambition, cette ambition
est très large, vous le voyez, pour que chacun retrouve une vie sans douleur. Nous n'avons pas du tout, pour expliciter bien cette ambition, la prétention de supprimer la douleur, sachant d'ailleurs que le fait de percevoir des contacts douloureux, par exemple, avec notre environnement, est un élément positif qui permet de maintenir l'intégrité de notre organisme. Mais on veut dire par cette ambition que nous souhaitons que tous les patients douloureux chroniques puissent avoir une vie qui ne soit pas envahie au quotidien par la douleur, le vécu qu'ils ont et les atteintes que ça peut leur provoquer. Alors pour cela, nous avons trois missions. La première, c'est de soulager par l'innovation et d'essayer de proposer des solutions de demain contre la douleur, c'est-à-dire des solutions de médicaments nouveaux, par exemple, et nous soutenons des équipes de recherche dans ce sens, des solutions thérapeutiques qui peuvent passer par la santé numérique, et nous soutenons un projet très important dont je parlerai tout à l'heure pour essayer finalement d'améliorer la prise en charge des patients quand vous voyez, comme vous le voyez sur cette diapositive, que 70% des patients ne sont pas ou peu ou insuffisamment soulagés par leur traitement. Notre deuxième mission, c'est d'informer, sensibiliser, former le personnel soignant, les patients, la société en général, le monde professionnel y compris, où la douleur est là importante, pour essayer de réduire l'impact sociétal et aussi socio-professionnel et économique de la douleur. Vous voyez aussi dans l'encart que 88 millions de journées de travail par an sont impactées par la douleur. Il y a donc un impact économique important, mais notre priorité, c'est bien entendu l'impact sanitaire et sociétal. Et puis, notre troisième mission, c'est d'accompagner le patient, d'essayer de l'aider à avoir un parcours de soins qui soit un parcours de soins plus facile. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure en parlant du docteur Picard, qui était responsable d'un centre d'évaluation et de traitement de la douleur, qu'on appelle aussi des structures douleurs chroniques. Eh bien, uniquement 3% des patients atteints de douleurs chroniques vont dans ce type de centre. Il y a donc un travail d'accompagnement à faire pour tous ces patients, mais aussi tous ceux, surtout, qui ne viennent pas dans ces centres. Et pour ça, je ne peux pas le détailler là, vous pourrez poser des questions si vous le souhaitez. Nous avons développé un outil numérique qui s'appelle IDOL pour accompagner au mieux le patient. Et je voudrais aujourd'hui, dans ce contexte-là de la santé numérique, insister sur une application que nous sommes en train de développer actuellement, qui s'appelle Apésia, qui est un véritable compagnon, coach digital pour le patient douloureux que l'on veut accompagner avec cet outil. Et cet outil a 4 valences. Une première qui est une sorte de portefeuille de soins digitaux. Ça veut dire qu'il pourra regarder ce qu'il en est de l'activité physique et comment on pourrait le conseiller pour l'activité physique, comment on pourrait le conseiller pour faire telle ou telle autre activité. Donc, il aura là une sorte de compagnonnage pour son quotidien. La deuxième finalité de cet outil, c'est de pouvoir lui donner des réponses sur les activités qu'il a fait et est-ce qu'un certain nombre de paramètres vont marquer pour lui des progrès qui l'encourageront dans une auto-prise en charge de sa douleur chronique, par exemple pour l'humeur, par exemple pour les activités. Il aura de véritables baromètres, comme vous le voyez sur cette diapositive. Un troisième impact de cette application, une troisième finalité, c'est de pouvoir mettre en contact ce patient avec son réseau amical, son réseau familial, pour qu'il puisse là trouver des aides plutôt que de se sentir isolé quelquefois dans ce milieu social ou dans ce milieu familial. Et il pourra appuyer sur une touche aide, bien entendu, avec des limitations pour ne pas qu'il soit de façon obsessionnelle à appuyer en permanence sur cette touche, bien entendu. Et puis enfin, les applications numériques, c'est bien, mais les applications numériques dans la durée, c'est mieux. On peut s'amuser, les utiliser quelque temps et puis tout oublier, ne plus les utiliser du tout. Et bien là, l'intérêt de cette application Apésia, c'est de motiver les patients par la création de jeux, c'est-à-dire une chose un peu ludique qui leur permettra d'avoir des défis quotidiens qui peuvent leur permettre de garder un lien étroit avec cette application et du coup bénéficier des activités que j'ai montrées dans une diapositive précédente. Voilà, Apésia, c'est une finalité, un objectif que nous avons actuellement, mais cette application Apésia, ça a un coût et nous sommes une fondation, bien entendu, qui a comme
ressource, le don qu'elle peut avoir, soit des patients, soit des industriels, soit des collectivités. Et nous avons donc lancé, pour essayer de lancer et d'initier cette application Apesia, une recherche de finances sur la plateforme Ulule. Voilà, je veux conclure en disant que vraiment notre objectif est de réunir l'ensemble des acteurs de la douleur. Le premier de ces acteurs, c'est le patient. Ces patients-là, on les aura bien entendu au travers des associations de patients que vous voyez là. Ces associations sont très motivées pour participer à nos activités, mais ces patients, ils vont aussi voir les centres antidouleurs et nous avons aujourd'hui en France 20 centres antidouleurs qui travaillent avec nous pour essayer de développer ces applications en particulier. Et puis, tous les travaux de recherche sont liés avec des équipes de recherche, avec différents spécialistes, y compris des gens qui travaillent sur les data science, l'intelligence artificielle, tout ça lié avec le numérique, avec une ouverture que l'on souhaite aussi vers l'international. Voilà ce que je voulais vous présenter pour vous dire que vraiment notre finalité, c'est d'essayer d'améliorer le quotidien des patients douloureux chroniques. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a créé cette fondation et que nous œuvrons. Et c'est dans cet esprit-là que je suis content aussi de passer la parole au professeur Martine Duclos, qui est très impliqué dans la problématique de l'activité physique, mais aussi, elle va vous le dire beaucoup, de la sédentarité, et qui va décrypter le vrai du faux parmi tout ce qu'on entend dans les médias sur ce sujet. Merci beaucoup. Martine, je te passe la parole. Merci Alain. Bonjour à toutes et à tous. Donc après cette introduction, donc effectivement l'objectif c'est de décrypter le vrai du faux. Et je vais commencer par la première question de savoir si le sport et l'activité physique, est-ce que c'est la même chose? Alors la réponse, on va commencer par une définition qui peut être un peu rébarbative. En fait, l'activité physique est définie par tout mouvement produit par la contraction des muscles qui va entraîner une augmentation de la dépense énergétique au-dessus de la dépense de repos. En bref, dès que vous allez vous mettre debout, que vous allez commencer à bouger, vous faites de l'activité physique. Ce qui veut dire que vous pouvez faire de l'activité physique dans 4 domaines de votre vie. Lorsque vous avez une activité physique professionnelle, ce qui touche maintenant peu de personnes, mais par exemple les maçons, lors des déplacements, quand pour aller d'un point A à un point B, vous utilisez des déplacements actifs comme le vélo ou la marche à pied. Dans le cadre de la vie domestique, c'est le cas du ménage, et lors des activités de loisirs, et c'est là qu'on voit apparaître le sport. Donc vous voyez que le sport n'est qu'une des composantes de l'activité physique, mais c'est aussi le cas du jardinage et du bricolage. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'activité physique, on va d'abord la faire dans sa vie quotidienne, en se bougeant dans sa vie quotidienne. Ensuite, pour beaucoup de personnes, l'inactivité physique et la sédentarité, c'est exactement la même chose. En fait, l'inactivité physique, elle est définie par le fait d'avoir un niveau d'activité physique inférieur au niveau d'activité physique recommandé pour la santé. Donc, c'est en fait 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine pour les adultes. Et puis pour les enfants, c'est beaucoup plus, c'est 1 heure d'activité physique tous les jours. Donc, quand on a une activité physique, en comptant tous les types d'activités physiques que je vous ai mentionnés précédemment, inférieurs à ces niveaux-là, on a un niveau d'activité physique inférieur où on est en inactivité physique. Et la sédentarité, c'est tout à fait différent. Pour calculer votre sédentarité, il faut calculer votre temps passé assis entre le moment où vous vous réveillez le matin et le moment où vous vous couchez. Vous comptez tous les temps passés assis, que ce soit les temps passés assis au travail, les temps passés assis dans les déplacements, quand vous utilisez des déplacements passifs, comme la voiture ou les transports en commun, et puis les temps passés assis dans les loisirs, par exemple derrière la télé ou derrière un temps d'écran. Et si vous comptez, vous arrivez assez vite à des temps élevés. On reverra tout à l'heure, mais en France, en règle générale, les jours travaillés, on est à près de 12 heures passées assis. Alors pourquoi on s'intéresse à la sédentarité? Eh bien parce que les études montrent que un excès de temps passé assis induit une surmortalité. Par exemple, passer au moins 6 heures assis par jour conduit à une augmentation de la mortalité précoce de 15%. Et c'est d'autant plus important qu'on passe plus de temps assis. Pourquoi
on a une surmortalité ou une augmentation de la mortalité précoce quand on passe beaucoup de temps assis, parce que passer du temps assis, c'est 2 fois plus de risque d'avoir une obésité, d'avoir une maladie cardiovasculaire, d'avoir un diabète de type 2 ou d'avoir certains cancers. Donc, comme ces maladies conduisent à une mortalité précoce, vous comprenez pourquoi l'excès de sédentarité induit une mortalité précoce. L'inactivité physique aussi, donc l'insuffisance d'activité physique est aussi responsable de mortalité. On sait que l'inactivité physique, c'est actuellement la première cause de mortalité évitable dans le monde. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que l'inactivité physique tue autant que le tabagisme. C'est plus de 5 millions de décès par an dans le monde et c'est responsable de 10% des décès évitables en Europe et dans le monde. À l'inverse, de faire de l'activité physique régulière, ça permet de diminuer le risque de mortalité précoce. C'est ce que vous avez sur cette diapo. En fait, c'est plus de 600 000 sujets qui ont été suivis en moyenne pendant 8 ans et on a comparé la mortalité entre ceux qui faisaient pas du tout d'activité physique, c'est le rond rouge, et ceux qui faisaient de l'activité physique. On a mis tous les facteurs de risque au même niveau et on fait juste varier le niveau d'activité physique. Et vous voyez que les gens qui sont dans les recommandations internationales d'activité physique, donc les fameuses 150 minutes par semaine, par rapport à ceux qui font rien, ont une diminution de la mortalité de 31%. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces données étaient obtenues quand on mesurait l'activité physique par des questionnaires. Maintenant, on n'utilise même plus les questionnaires parce que c'est soumis à beaucoup de biais, en particulier la mémoire, puis souvent on a tendance à surestimer son activité physique. Maintenant, on utilise des petits capteurs de mouvement. Alors, pas ceux qu'on utilise, qu'on vend, que vous pouvez acheter en mettant des bracelets connectés, mais ceux qu'on utilise pour la recherche, c'est des tout petits capteurs qu'on met sur la hanche, ça pèse 10 grammes, et ces capteurs mesurent tous vos mouvements, hein, toutes les activités que vous avez. Eh bien, quand on mesure l'activité physique, les effets de l'activité physique entre des gens qui font rien, à nouveau le rond rouge, et des gens qui ont donc une activité physique. Donc, on mesure le niveau d'activité physique en intensité modérée à élevée par jour. Eh bien, entre ceux qui font rien et ceux qui ont les recommandations, la mortalité n'est plus diminuée de 30%, mais de 60%. Donc, faire 150 minutes d'activité physique par semaine diminue la mortalité précoce de 60%. Que vous soyez en bonne santé, que vous soyez hypertendu, diabétique, obèse, on a exactement les mêmes chiffres, une diminution de la mortalité précoce de 60%. Autre question, d'accord, l'activité physique c'est efficace, mais pour que ce soit efficace, il est évident, pour la santé, il faut en faire beaucoup. Alors, ce que je vous ai montré, c'est l'efficacité, c'était au moins 150 minutes par semaine. Ce qu'on sait maintenant avec toutes les données, c'est qu'en fait, c'est efficace dès qu'on en fait un petit peu. Si vous regardez la première partie de la courbe, c'est-à-dire entre les gens qui n'en font rien du tout, le rond rouge et le rond bleu, vous voyez que la mortalité diminue très très vite. Et en fait, on sait que c'est efficace dès 15 minutes d'activité physique par jour. Quand les gens font 15 minutes d'activité physique par jour par rapport à ceux qui n'en font rien, la mortalité diminue de 20%. Ça, c'est sur les questionnaires. Si on prend les capteurs de mouvement, eh bien, on voit que quand on en fait 15 minutes par jour, on diminue la mortalité précoce de 50%. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un tout petit peu, c'est déjà efficace et c'est beaucoup mieux que rien. Alors, je reviens à ma question. Donc, on peut en faire un petit peu pour que ce soit efficace. Oui, mais alors, à quelle intensité? En gros, je pense que pour beaucoup de gens, pour que ce soit efficace, l'activité physique doit être intense et il faut transpirer. C'est typiquement ça, voilà, c'est ces femmes qui sont décidées à faire de l'activité physique. Donc, vous voyez, c'est à toute pompe, très très fort. Alors, le lendemain, il y a des courbatures. Donc, en plus, si on a des courbatures, on a l'impression que c'est efficace. Si on n'a pas de courbatures, on pense que ça sert à rien. La réponse est non, hein, c'est complètement faux. Pour être efficace, l'activité, elle doit être raisonnée, régulière et raisonnable. Donc, un petit peu tous les jours, mais ça n'a pas besoin d'être intense, ni fort, ni induire des courbatures pour que ça fasse mal. Et si je reprends à nouveau mes données avec mon capteur de mouvement, l'intérêt des capteurs de mouvement, c'est que ça mesure aussi toutes les intensités d'activité. Donc, ce que vous savez, c'est que pour que l'activité physique soit efficace, les recommandations, c'est soit 150 minutes d'activité d'intensité modérée, soit 75 minutes par semaine de forte intensité. Mais il y a aussi l'activité de faible intensité. En gros, c'est quand vous déambulez, quand vous allez ramasser un papier, ranger un livre, là, vous marchez lentement. Eh bien, cette activité de faible intensité, vous voyez que quand on compare les gens qui font à peu près 1 heure de faible intensité par jour à ceux qui font 4 heures,
eh bien, la mortalité encore a diminué de 60%. Alors là, c'est plus 30 minutes hein, ou 150 minutes par semaine, c'est à peu près 4 heures par jour, donc pas 30 minutes par jour, mais 4 heures par jour, 4 à 5 heures par jour. Effectivement, c'est beaucoup plus long, mais c'est uniquement de la très faible intensité. Et ça, c'est très intéressant parce que, en fait, ça veut dire que quelle que soit l'intensité, c'est efficace. Et cette intensité faible, elle est intéressante pour les malades et puis pour les personnes âgées. Autre question, est-ce que l'activité physique fait maigrir? Hein, beaucoup de gens se mettent à l'activité physique en se disant: «Bon, bah, comme ça, je vais maigrir». Alors, est-ce que c'est efficace? Bah, la réponse est non. Pourquoi? Parce quand vous stockez 1 kilo de graisse, c'est 7000 kilocalories qui sont stockées. Donc, si vous vouliez perdre 1 kilo de graisse en faisant de l'activité physique, en imaginant que vous soyez un homme et que vous pesiez 70 kilos, eh bien, il faudrait faire, à titre d'exemple, soit 11 heures de tennis d'affilée sans manger, soit 20 heures de marche, soit 16 heures de vélo d'affilée, soit 14 heures de golf, soit 10 heures de montée d'escalier. Ça, c'est juste pour perdre 1 kilo. Or, généralement, c'est pas 1 kilo qu'on a à perdre, c'est 5 à 10 kilos. Donc, vous multipliez ça par 10. Par exemple, 100 heures de montée d'escalier sans manger. Donc, vous voyez que c'est tout à fait infaisable. Donc, il est clair que pour perdre du poids, il faut avoir un régime hypocalorique. Et ça doit être fait avec un médecin nutritionniste ou une diététicienne qui va vous établir un régime modérément hypocalorique qui va induire une perte de poids régulière. Par contre, l'activité physique est intéressante parce qu'elle va permettre de diminuer la masse grasse viscérale. C'est quoi la masse grasse viscérale? C'est cette graisse que vous stockez à un endroit où normalement vous ne devriez pas la stocker. C'est-à-dire que normalement, la graisse, vous la stockez en tissu sous-cutané. Hein, quand vous pincez la peau, parce que vous pincez, ce qui est entre vos deux doigts, c'est la graisse. Et normalement, la graisse, elle se stocke sous la peau. Puis quand il n'y a plus de place, eh ben, elle va se stocker à des endroits où normalement elle ne devrait pas être, ce qu'on appelle la zone ectopique. C'est-à-dire c'est un intra-abdominal, c'est votre bonhomme là, à l'intérieur du ventre, mais c'est aussi autour du cœur, à l'intérieur des muscles et autour du foie. C'est le fameux foie gras. Et on sait que cette graisse, eh bien, elle est très inflammatoire et elle va empêcher les tissus qu'elle entoure de fonctionner normalement. Et on sait qu'elle induit une augmentation du risque de diabète de type 2 et du risque cardiovasculaire. Alors, vous savez, on la mesure, c'est le fameux tour de taille. Hein. Et donc, l'intérêt de l'activité physique, c'est que ça ne fait pas perdre de poids s'il n'y a pas de régime, mais vous allez diminuer votre tour de taille. Et le mieux, c'est que quand vous associez les deux, c'est-à-dire un régime hypocalorique qui va vous faire perdre du poids et une activité physique qui va vous faire diminuer votre masse grasse viscérale. Autre question, la marche, ça n'est pas une activité physique. Eh bien si, la marche, c'est une activité physique. D'abord, vous pouvez l'utiliser pour vos déplacements, vous pouvez l'utiliser aussi comme activité de loisir, sans forcément adhérer à un club d'athlétisme. Par exemple, ici, c'est une étude qui a compilé plein d'études qui étaient bien faites et qui a voulu savoir ce que faisait le fait de marcher régulièrement sur le risque de mortalité par une maladie cardiovasculaire. Et ce que l'on voit, c'est qu'en haut, c'est chez les hommes, entre les hommes qui marchent pas du tout et les hommes qui marchent régulièrement, alors ça allait de 1 heure par jour à 3,5 heures par semaine, eh bien, la mortalité diminue de 22%, à facteur de risque identique. Donc, que les gens n'aient pas de facteur de risque, qu'ils aient une hypertension, un diabète, une obésité ou déjà une maladie cardiovasculaire. Donc, moins 22% quand on marche régulièrement. Même chose chez les femmes, moins 21%. Quand on prend les deux, moins 21%. Donc, toutes les études montrent que la marche, effectivement, c'est une activité physique et qu'elle est très significativement associée à une diminution de la mortalité, en particulier la mortalité cardiovasculaire et aussi du risque de développer une hypertension, un diabète de type 2, voire une obésité viscérale et aussi du risque de développer certains cancers. Alors, la marche, c'est bien, un exemple typique, c'est promener son chien, mais on n'est pas obligé non plus de faire n'importe quoi. Alors, autre question, les fameux 10 000 pas par jour. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est une fake news, une infox? Ou est-ce qu'il faut vraiment faire 10 000 pas par jour pour rentrer dans les recommandations, les 30 minutes par jour? Alors, je vous rappelle l'histoire des 10 000 pas. En fait, les 10 000 pas, ça a été inventé par les Japonais en 1965 quand ils ont vendu le premier podomètre, en fait, qui s'appelait Manpokei. C'était la marque du podomètre. Et Manpokei en japonais, la traduction du japonais, ça voulait dire 10 000 pas. Et en fait, c'est comme ça qu'est née l'histoire des 10 000 pas, sans aucune vérification scientifique. Et donc, un travail, mais il y a plein de travaux qui ont montré le résultat que je vais vous présenter,
l'intérêt de ce travail, c'est qu'il est récent, c'est qu'il a porté sur plus de 18 000 femmes qui ont porté donc ces capteurs de mouvement et ils ont voulu savoir combien de pas il fallait faire pour diminuer la mortalité. Donc ces femmes ont été suivies en moyenne pendant 4 ans et ils ont suivi pendant ces 4 ans le nombre de femmes, le nombre de décès. Et ils ont voulu savoir quel était le rôle du nombre de pas. Après, ils ont mis au même niveau le fait qu'elles aient eu une maladie ou pas. Donc on met tout au même niveau, on fait juste varier le nombre de pas. Et ce que vous voyez, c'est que donc ce qui est le plus à gauche, c'est aucun pas. Puis en bas, vous avez le nombre de pas moyen par jour. Et vous voyez que entre les femmes qui marchent pas du tout et celles qui marchent, alors on a pris un niveau à 2700 pas par jour. Donc entre 2700 pas par jour et 4400 pas par jour, la mortalité est diminuée de 41%. Et plus on en fait, plus ça diminue, sachant qu'on a un effet maximum à 7500 pas par jour. C'est-à-dire qu'à partir de 7500 pas par jour, on a une diminution de 60% de la mortalité. Mais entre 7500 et 10 500 pas par jour, on est toujours à une diminution de la mortalité de 60%. Donc, ce que ça veut dire, c'est que 10 000 pas par jour, c'est complètement faux, parce que 10 000 pas par jour, c'est pas 30 minutes, c'est en moyenne 1h30 par jour, première chose. Et que vous voyez que dès 4400 pas par jour, qui correspond 30 minutes, c'est à peu près 5 000 pas par jour, vous avez une diminution de la mortalité de 41%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, cette étude, comme une autre qui vient de sortir, qui montre exactement la même chose, c'est que ça nous est totalement égal de savoir à quelle vitesse vous allez marcher. Vous pouvez marcher à vitesse moyenne ou à vitesse rapide. Dans tous les cas, vous avez les mêmes effets sur la mortalité. Donc l'important, c'est de marcher, essayez d'arriver autour de 4000 pas, puis après, vous essayez d'augmenter. Si vous avez envie d'en faire plus, c'est encore mieux. Plus vous en ferez, mieux ce sera. Mais vous ne vous fixez pas un objectif de rien du tout à 10 000 pas par jour. L'histoire des 10 000 pas par jour, c'était purement un effet marketing. Alors, on en revient aux recommandations. Bon, alors en gros, pour être en bonne santé, est-ce qu'il faut faire tout ça de l'endurance, du renforcement musculaire? Est-ce qu'il faut vraiment aller dans une salle? Qu'est-ce que je dois faire vraiment? Alors, je vous rappelle les recommandations parce qu'il est important de les citer. Je prends celles pour les adultes. Premièrement, c'est lutter contre la sédentarité. Donc, il faut diminuer son temps passé assis, le temps total, et puis éviter aussi les périodes prolongées assises. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un travail assis, il est clair que vous allez passer au moins 7 heures assis dans la journée. Eh bien, il faut penser dans ces cas-là, à toutes les heures, pensez à vous lever 1 minute. Pendant cette minute, vous gesticulez. Vous allez ramasser un livre, ranger les choses dans la poubelle, aller parler à votre voisin, lui envoyer un mail, etc., etc. Vous vous levez toutes les heures pendant 1 minute. Et puis les jours où vous ne travaillez pas, vous passez moins de temps assis. Deuxièmement, vous allez commencer par augmenter l'activité physique de la vie quotidienne. Comme je vous le disais, l'activité physique, c'est d'abord bouger dans sa vie quotidienne. Donc pour ça, eh bien, vous allez au travail à pied ou en vélo. Vous utilisez quelque chose qui est assez bizarre, ça s'appelle des marches, les escaliers. Hein. On évite les tapis roulants. En plus, en période de Covid, c'est plein de cochonneries. Donc voilà, vous vous salirez pas les mains, vous n'aurez pas de germes et de virus sur les mains. Et puis l'intérêt des escaliers, c'est que ça tombe jamais en panne. Vous produisez moins de CO2, vous êtes écologique. En plus, c'est très bon donc en montée, ça dépense de l'énergie. En descente, c'est très bon pour les os. Donc voilà, vous utilisez les escaliers. Vous pouvez commencer systématiquement par prendre 2 étages, puis après éventuellement vous prenez l'ascenseur, puis peu à peu vous augmentez le nombre d'étages que vous gravissez, puis après ça devient une habitude et vous ne vous posez plus la question, puis en plus vous ferez plus la queue devant les ascenseurs. Et troisièmement, une fois que vous avez commencé à bouger dans votre vie quotidienne, vous pouvez penser à avoir des activités physiques ou sportives plus structurées, et c'est là qu'on a les fameuses recommandations. Donc c'est d'abord de l'endurance, donc de l'activité aérobie type la marche ou le vélo, au moins 150 minutes par semaine. Donc l'idéal, c'est 30 minutes 5 fois par semaine, un petit peu tous les jours. Ou si vous préférez l'intense, c'est 3 fois 25 minutes par semaine. Ou vous faites un mélange des deux. Voilà. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez faire plein de choses. L'important, c'est de trouver ce qui vous intéresse. Et on dit aussi de faire au moins 2 fois par semaine du renforcement musculaire, donc de la musculation avec des petites charges qui font travailler les principaux groupes musculaires. Là, on ne donne pas de durée, mais travailler un petit peu tous les groupes musculaires au moins 2 fois par semaine.
Pour les personnes âgées, c'est exactement les mêmes recommandations. Ce qu'on demande un petit peu en plus chez les personnes âgées, c'est de rajouter un petit peu d'étirement 2 fois par semaine. Et puis celles qui ont des problèmes d'équilibre, c'est de travailler un petit peu l'équilibre et la coordination pour éviter les chutes. Et puis s'il y a des limitations, parce que tout le monde ne peut pas faire ça, eh bien les personnes devraient être aussi actives physiquement que leur capacité, leur état le permettent. Alors, après, il y a toujours la question, oui, mais qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le mieux si je veux améliorer mon endurance, si je veux plutôt prendre des jambes, si je veux améliorer ma silhouette. Franchement, ça n'a aucune importance. Le tout, c'est de trouver l'activité qui vous plaise, qui corresponde à votre emploi du temps, qui soit facile à faire compte tenu de l'endroit où vous habitez. Donc, vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Le tout, c'est de trouver quelque chose qui vous plaise et qui vous plaise sur le long terme. Il faut être aussi très motivé, donc à vous de trouver la motivation qui vous permette de pratiquer l'activité physique. Alors, pour finir, qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie de respecter les recommandations? Voilà un papier qui vient juste de sortir, on en a plein, hein, mais je vous cite, il vient juste de sortir 2020. C'est près de 500 000 adultes, ça va de 18 à 70 ans, qui ont été suivis pendant presque 9 ans. Et donc, ils ont voulu apprécier l'effet de suivre les recommandations d'activité physique. Donc, ils l'ont apprécié sur la mortalité. Hein. Une fois de plus, hein, ils ont apprécié, donc pendant 8 ans, ils ont apprécié le nombre de décès et ils ont vu quelle était la relation entre le nombre de décès et le niveau d'activité physique, entre ceux qui respectaient et ceux qui ne respectaient pas. Et après, ils ont varié, effectivement, ils ont mis au même niveau le fait qu'ils étaient, l'effet du sexe, l'effet de l'âge, l'effet de l'ethnicité, l'effet de niveau d'éducation, l'indice de masse corporelle, le fait qu'ils fumaient, l'alcoolisme et le fait qu'ils aient une maladie ou pas. Ce qu'on voit, donc à gauche, c'est on ne fait pas du tout d'activité physique, donc on leur donne un risque de 100%. S'ils font juste du renforcement musculaire, donc on a dit les recommandations, c'est endurance et renforcement musculaire. S'ils font juste du renforcement musculaire, il y a une diminution de 11% du risque de cancer, de mortalité toute cause, de mortalité par cancer, de mortalité cardiovasculaire et de mortalité par maladie d'infection des voies respiratoires. S'ils font juste de l'endurance, pour toutes ces maladies et mortalité toute cause, diminution de 29%. Et s'ils associent donc vraiment toutes les recommandations, endurance et renforcement musculaire, on a une diminution de 40%. Donc vous voyez qu'en gros, si vous suivez les recommandations, vous avez une diminution de 40% de la mortalité toute cause et diminution de 40% de la mortalité par cancer, par maladie cardiovasculaire et par infection des voies respiratoires, maladie pulmonaire. Et surtout, après, ils ont comparé les effets sur la mortalité entre les gens en bonne santé et les gens malades. Et c'est encore plus efficace quand vous êtes malade. C'est-à-dire, au lieu de diminuer de 40%, vous diminuez de presque de 50% le risque de mortalité. Et puis enfin, pour terminer, non seulement vous diminuez le risque de mortalité, mais vous diminuez le risque de développer des maladies. Bon, les maladies cardiovasculaires, on le savait, le cancer, on le savait, le risque de maladie d'Alzheimer, le risque de diabète, le risque d'avoir une atteinte rénale, et surtout, ce qui est très intéressant dans cette période de Covid, le risque d'avoir une pneumopathie et le risque d'avoir une infection des voies respiratoires. Et ceci, qu'on soit malade ou qu'on soit en bonne santé. Vous voyez que c'est quand même extrêmement intéressant. Alors, pour le cancer, je vous ai dit, on diminue le risque d'avoir un cancer. Quels sont les cancers dont on sait qu'ils sont liés à l'activité physique? Le cancer du sein, le cancer du côlon, le cancer de l'endomètre, donc de l'utérus, de la vessie, de l'ésophage et de l'estomac. On sait maintenant qu'il y a 6 cancers qui peuvent être prévenus à peu près entre 25 et 30% par la pratique d'une activité physique régulière. On sait aussi que l'activité physique, quand on a eu un cancer, diminue le risque de récidive de ces cancers de 40%. On sait aussi que l'activité physique diminue l'anxiété et qu'elle est aussi efficace que les médicaments. Elle diminue aussi la dépression. On sait que l'activité physique est aussi efficace que les antidépresseurs. On sait aussi qu'elle a un rôle dans les pathologies ostéo-articulaires, en particulier ses premiers traitements de l'arthrose, et aussi dans les maladies inflammatoires des articulations. Donc en conclusion, si je reprends les questions, le sport n'est qu'une composante de l'activité physique. L'inactivité physique est différente de la sédentarité. Un peu d'activité physique, c'est déjà mieux que rien. L'intensité de l'activité physique,
L'activité physique n'a pas besoin d'être intense pour être efficace. Il faut privilégier la régularité. L'activité physique ne fait pas maigrir, mais diminue la mauvaise masse grasse. La marche est une activité physique. 4500 pas par jour, c'est déjà efficace. Et donc, vous comprenez bien que l'activité physique, c'est une intervention non médicamenteuse. Voilà, je vous remercie et je vais passer la parole à ma collègue qui est le docteur Picard, qui va vous parler de la douleur. Pour défiler, j'appuie sur les cloches. Bonsoir à tous. Moi, je ne vous vois pas, mais a priori, vous devez me voir. Effectivement, je vais parler d'une activité physique un peu particulière auquel on a pensé dans un programme très particulier et qui s'adresse aux patients qui souffrent d'un syndrome fibromyalgique. Donc là, on ne va pas parler d'activité physique de base pour la santé, mais d'une activité physique qui est inclus dans un programme très particulier, très calculé, j'allais dire, pour essayer de limiter les douleurs, mais aussi la fatigue, mais aussi les troubles du sommeil que l'on trouve dans le syndrome fibromyalgique. Alors, plusieurs hypothèses sont en cours actuellement pour essayer de comprendre pourquoi des patients ou des personnes, à un moment donné de leur vie, vont développer un syndrome fibromyalgique. Une des hypothèses qui est en cours est celle d'un épuisement par sursollicitation d'un système qui existe en nous tous, qui est le système qui nous permet de nous adapter au stress de la vie quotidienne, aux sollicitations de la vie. Et quand ce système est trop sollicité, il s'épuise. Et voilà une des explications de cet aboutissement vers le syndrome fibromyalgique. Mais on retrouve aussi ce type d'épuisement de ce système de réponse aux sollicitations de la vie dans le surentraînement sportif et dans ce qu'on appelle le burn-out dans le milieu professionnel. Alors, il se trouve que la vie, c'est ça, c'est faire face en permanence à des événements, c'est s'adapter en continu à des petits stress, à des grands stress. Et pour ça, on est doté, on est équipé d'un système extrêmement sophistiqué et complexe qui nous permet en permanence de réagir, mais aussi en permanence de revenir au repos, de revenir au calme. Et ce système, il s'appuie sur deux composantes. Mais avant de rentrer dans... Je suis désolée d'être obligée de rentrer un petit peu dans le détail de ces deux composantes, mais c'est nécessaire pour comprendre après comment notre programme a été élaboré à partir de cette réflexion. Alors, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le système qui domine, c'est le système de retour au repos. C'est le système qu'on appelle parasympathique. Et le système qui fait face au stress, lui, il est sollicité normalement que de temps en temps. Il est là comme un système d'alarme qui va venir s'adapter au stress de la vie quotidienne, mais il ne devrait pas être sollicité en permanence. Alors, quelles sont les composantes qui parcourent ce système qui nous permet de nous adapter? Il y a le système nerveux végétatif et puis ce qu'on appelle l'axe corticotrope qui nous permet de fabriquer du cortisol. Grâce au système nerveux végétatif, on va fabriquer de l'adrénaline. Vous avez tous entendu parler de cette fameuse adrénaline qui va nous permettre, dans la phase de départ, dès qu'on a un stress, eh bien, de nous adapter en augmentant la fréquence cardiaque, en augmentant notre fréquence respiratoire. Et puis très rapidement, si le stress dans cette première situation de stress, l'axe corticotrope va se mettre en route pour nous aider à fabriquer du cortisol qui, lui, va nous permettre d'amener du glucose, c'est-à-dire du sucre au niveau de nos tissus pour que nous puissions continuer à fonctionner. Lorsque ce système est
sursollicités, comme on le voit dans le surentraînement sportif, comme on le voit dans le burn-out ou comme on peut le voir, c'est une des hypothèses dans le syndrome fibromyalgique. Lorsque ce système est sursollicité, il finit par s'épuiser. Et quand ce système s'épuise, alors notre réactivité au stress, elle aussi s'épuise, et le système qu'on appelle parasympathique, qui nous permet de revenir au repos, de revenir au calme, de revenir en équilibre, est complètement effondré et on ne peut plus récupérer. Par contre, le système qui faisait face au stress, lui, il est tout le temps en activité, il est hyperactif, mais il n'arrive plus à s'adapter pour autant. Alors, pareil pour l'axe corticotrope, hein, le cortisol, il va être sécrété, il va être fabriqué tout au long de ce stress, et puis si ce stress continue, à un moment donné, il va y avoir un épuisement de cette sécrétion, et du coup, une souffrance au niveau d'autres tissus qui ne vont plus recevoir du sucre pour fonctionner. Voilà, j'ai essayé d'être assez simple pour que vous puissiez comprendre maintenant l'une des hypothèses qui conduit aux douleurs de la fibromyalgie. On est dans la vie, on doit faire face à des stimulations. À un moment donné, ce système qui fait face aux stimulations est hyper sollicité, il est tout le temps en activité, il s'épuise. Et puis, la vie continue. Elle continue à nous demander de faire face à des situations. Et là, ce système ne peut plus fonctionner. Donc oui, les patients qui sont dans cette disposition, ils n'ont plus de réserve, ils vont faire face aux événements de la vie quotidienne sans réserve d'oxygène, sans réserve de glucose au niveau des tissus, et ça va entraîner une souffrance cellulaire et en particulier, oui, ou en partie, des douleurs. Vous connaissez tous sans doute la présentation de ce qu'on appelle la fibromyalgie. Ce sont le plus souvent des femmes qui ont des douleurs qui concernent l'ensemble du corps, mais ce syndrome douloureux n'est pas isolé, il s'associe à une asthénie, c'est-à-dire à une fatigue extrêmement profonde, des troubles du sommeil et des troubles cognitifs, c'est-à-dire des difficultés pour se concentrer, pour mémoriser, pour apprendre. Il peut y avoir d'autres phénomènes qui s'associent, mais voilà vraiment le quatuor qui va distinguer le syndrome fibromyalgique. On ne trouve pas d'éléments biologiques pour expliquer cette pathologie. Tous les examens radiologiques ou biologiques sont normaux. Et donc les hypothèses aujourd'hui sur cette pathologie, une des fortes hypothèses est celle d'un épuisement du système d'adaptation au stress de la vie quotidienne. Donc, le programme que l'on a inventé, je vais dire, avec le professeur Vauda, est vraiment complètement orienté sur comment redonner du rythme, comment réhabiliter cette réponse au stress pour que les patients qui sont dans un épuisement pour faire face aux événements de la vie puissent retrouver une réponse adéquate lorsque les stress même banaux de la vie quotidienne apparaissent. Et je voudrais faire un petit encart sur mais qu'est-ce que c'est que, non pas qu'est-ce que c'est que le stress, parce que ça c'est vraiment tellement vaste qu'on y passerait une soirée, mais quelles sont ces sursollicitations, ces éléments stresseurs auxquels font face les patients que l'on voit arriver avec un syndrome fibromyalgique. Donc je l'ai dit, le plus souvent ce sont des femmes, et un des stress majeurs hein, qu'on retrouve aussi dans le burn-out, c'est le sentiment de perte de contrôle de ce qu'on vit au quotidien. Hein, multiplicité des tâches, par exemple, et l'impossibilité à un moment donné, parce qu'on est surchargé, de pouvoir agir sur ce qui survient. Un autre stress majeur qu'on retrouve chez nos patients et que la littérature retrouve hein, chez ces patients, c'est qu'à un moment donné, ces patients, pour adhérer, j'allais dire, aux messages sociétaux, finissent par ne plus être en accord avec leurs propres valeurs et finissent par déserter ce qui est important pour eux. Et ça, c'est un stress effectivement majeur dans la vie de ces personnes. Et puis parce qu'on veut toujours
être en adéquation avec, j'allais dire, les dictates sociaux, qui sont être de plus en plus performants, de plus en plus utiles, de plus en plus jeunes. Eh bien, on essaye de se surpasser et on perd totalement la notion de ce que ça peut être la bienveillance envers soi, c'est-à-dire écouter nos limites, écouter ce qui nous convient vraiment et ce qui est peut-être pas en adéquation avec nos valeurs, bien que ce soit édicté par la société comme quelque chose de très important ou de très valorisant. Alors, je ne sais pas si certaines personnes se retrouvent au milieu de tout ça, mais c'est vraiment notre quotidien de voir des femmes arriver qui ont voulu être performantes sur tous les plans, hein, être femme, être performante sur le plan professionnel, sur le plan de la famille et sur le plan parfois d'autres choses, aux dépens de leur propre, j'allais dire, sensorialité, aux dépens de leurs limites. Et il y a un oubli complet du corps, et ce sont des femmes qui arrivent totalement épuisées et coupables d'être épuisées alors qu'elles ne cessent de faire de mieux en mieux pour être, comme elles le disent, au top. Voilà, alors ces petites remarques étaient importantes avant qu'on passe au concret du programme, pour que vous compreniez bien les messages que l'on délivre aux patientes, aux patients, parce qu'il y a aussi des hommes qui s'engagent avec nous dans ce programme. Donc, pour résumer, la fibromyalgie résulte en grande partie d'un dysfonctionnement donc de cette réponse qui nous permet de nous adapter au stress de la vie. Dans notre hypothèse, le dérèglement il a été induit par un état de stress chronique, hein, de pression chronique, et cette réponse au stress est une nécessité physiologique hein, qui permet à chacun de répondre de façon adéquate aux multiples sollicitations du quotidien. Mais là, dans ce cas-là, ce n'est plus possible. Les stimulations stressantes mineures quotidiennes sont toujours là, présentes dans la vie de ces patients, mais ils ne peuvent plus y répondre. Et l'indispensable donc adaptation par l'apport d'oxygène et de glucose au niveau cellulaire, au niveau musculaire, ne se fait plus. C'est une des explications des douleurs, de la fatigue en particulier. Alors, comment on peut imaginer dans ce contexte qu'une réactivation à l'effort, qu'un programme d'activité physique très contrôlé puisse être intéressant alors que ces patients sont fatigués, sont douloureux? Ça paraît vraiment paradoxal. Et pourtant, on va le voir, ça peut être une façon d'améliorer les symptômes de la fibromyalgie. Alors, on l'a dit, Martine Duclos l'a bien montré, l'activité physique, c'est bon pour plein de choses, pour le système immunitaire, pour limiter certains cancers, pour améliorer le syndrome dépressif, mais également pour améliorer nos conditions musculaires et squelettiques. On ne reviendrai pas là-dessus. Ça, c'est en général. Mais dans la fibromyalgie, quelles sont les études qui nous permettent de dire que de remettre les patients en mouvement, de leur proposer une activité physique, ça peut être intéressant? Alors, on a quelques études, comme l'étude de la collaboration Cochrane, qui a colligé, c'est-à-dire rassemblé plusieurs études, et qui, en 2014, conclut de la façon suivante: les exercices en aérobie, hein, c'est-à-dire là où on respire, si j'ose dire, ces exercices aérobie, c'est la marche par exemple, le vélo, pendant 8 semaines, chez ces patients-là, sont plus efficaces pour améliorer la douleur que les exercices sans contre-résistance, l'exercice où on fait moins appel à l'oxygénation. Alors, du côté français, hein, la HAS, la Haute Autorité de Santé, a également émis des recommandations, elle en 2010, dans la fibromyalgie, hein, et préconisant les choses suivantes, c'est que l'activité physique régulière contribue à la réduction des symptômes et à une meilleure adaptation aux symptômes de la fibromyalgie. Dans l'HAS, c'est focalisé sur de nombreuses études pour arriver à ces conclusions, et les études qui étaient menées dans ce rapport
étaient des études qui avaient proposé un programme aux patients fibromyalgiques pendant une douzaine de semaines, des exercices aérobie, marche, vélo, et supervisés par un médecin, pour arriver à progression lente, à des exercices en moyenne qui contenaient à peu près 30 minutes, 3 fois par semaine. Alors, notre programme va être un peu différent de ce qui est préconisé par l'HAS, dans la mesure où nous allons proposer à des patients un programme sur une beaucoup plus longue durée, qui va permettre de progresser plus lentement. Et à un moment donné, dans ce programme, nous allons demander aux patients d'accélérer, de ne pas rester simplement sur un programme d'endurance, mais à un moment donné, d'accélérer un petit peu les exercices qu'on va leur demander pour créer un stress physique, contrôlable, limité, pour essayer de redonner du mouvement, du rythme au système de réponse au stress qui est complètement figé. Et avant de commencer ce programme avec les patients, nous insistons beaucoup sur l'environnement dans lequel cela doit se passer. On l'a dit tout à l'heure, les patients fibromyalgiques sont arrivés à cet état parce qu'ils se sont épuisés, parce qu'ils ont été dans une espèce d'engouement de la performance, toujours plus, toujours plus. Lorsqu'on arrive avec ce programme, activité physique, où on sait qu'on part pour longtemps, où on va incrémenter régulièrement les exercices, il nous a paru vraiment important de réfléchir avec les patients. Est-ce que on part dans encore un exercice pour être de plus en plus performant? Est-ce qu'on va encore rajouter quelque chose à votre vie qui est remplie d'activités? Ou est-ce qu'on va profiter de ce programme pour enfin s'asseoir, réfléchir à ce qu'on fait et non plus se lancer un défi pour faire encore quelque chose de plus, mais pour changer complètement son rapport à soi, au monde et à l'environnement. Alors, je vais essayer de m'expliquer. Il ne s'agit pas du tout pour nous, dans ce programme, de faire quelque chose encore en plus, mais de réfléchir à comment j'en suis arrivée là pour avoir une fibromyalgie, comment j'ai enchaîné des fers tout au long de mon quotidien pour arriver à cet épuisement. Si aujourd'hui, dans notre programme, on rajoute encore un exercice, alors on est sûr d'aller dans le mur. Donc, c'est très important pour nous, avant de proposer ce programme, de proposer ce qu'on appelle une éducation thérapeutique pour que les gens réfléchissent à comment ils en sont arrivés là et comment ils vont peut-être revisiter leur façon de faire, leur façon d'organiser leur vie pour déjà ralentir et changer complètement la relation à ce qui importe pour eux. Et une fois que ça sera acquis, alors on va pouvoir réfléchir ensemble comment introduire très progressivement un programme d'activité physique, non pas pour faire encore quelque chose de plus, mais pour renouer avec le corps, écouter sa sensorialité et remettre effectivement un peu de vie et d'énergie dans ce système qui est complètement épuisé. Alors bien sûr, on va parler d'activité physique, bien sûr, on va proposer aux patients d'acquérir un outil, que ce soit le vélo, que ce soit vélo d'appartement, un vélo elliptique ou un vélo pour aller dehors, ou de reprendre des exercices de marche. Mais nous ne cessons tout au long du programme de répéter comment il est important d'écouter ses limites et comment il est important que ce temps que vous allez prendre pour faire ce programme, c'est vraiment un temps, même si c'est un temps d'exercice, c'est un temps de répit, un temps où vous allez être en présence, en attention à ce que vous faites et non pas un truc de plus que je fais en pensant à autre chose. Et c'est à ce prix-là,
hein, parce qu'on va y aller extrêmement progressivement dans cette ambiance de présence à soi-même, qu'on va peut-être pouvoir redonner un peu de tonus au système parasympathique, celui qui nous permet d'apaiser, de re-rythmer les choses, et qu'on va peut-être pouvoir réhabituer le système de réponse au stress à être non plus hyperactif et figé, mais réactif, c'est-à-dire avec une certaine rythmicité. Alors, le programme se déroule en moyenne sur 2 ans, parfois plus. Il y a 2 phases dans ce programme. La première phase s'étale sur les 6 premiers mois, voire les 12 premiers mois, et c'est une phase qu'on appelle d'endurance, où les patients vont progressivement reprendre une activité physique, mais au départ extrêmement modérée, par exemple 5 minutes de vélo par jour, et puis progressivement, au fil des semaines, on va augmenter la durée de l'exercice physique pour arriver peut-être au premier, deuxième mois à 10 minutes, par exemple, tous les 2 jours. Toutes les 4 semaines, il y a une semaine de semi-repos. Les patients diminuent par 2 le programme qu'ils ont en cours, même si celui-ci est de faible amplitude. Cette première phase du programme, elle ne vise pas encore à améliorer les phénomènes douloureux, mais elle vise à rétablir un peu de calme, j'allais dire, de retour de ce système parasympathique au niveau corporel. Ce n'est que secondairement, dans ce qu'on appelle la phase d'endurance assortie d'exercices de résistance, que l'on va commencer à proposer aux patients des courtes accélérations, ou depuis que Martine Duclos nous a conseillé des accélérations progressives plus douces, pour essayer de réentraîner la réponse au stress, c'est-à-dire pour redevenir compétent lorsque des stress de la vie quotidienne surgissent. Donc voilà, là c'est une autre diapositive pour réexpliquer ce que je viens de dire, une phase 1 d'endurance, en moyenne 3 fois par semaine, à fréquence cardiaque limitée, entre 90 et 120 par minute, puis une deuxième phase où des éléments de résistance vont être proposés pour induire un stress, mais ce stress, cette fois-ci, il est physique, il est minime et il est contrôlé, et il va peut-être permettre de redonner du rythme à cette réponse au stress qui est figée. Voilà par exemple un programme d'un patient qui est déjà, vous voyez sur la gauche la colonne S5, S6, S7, ça veut dire semaine 5, semaine 6, semaine 7. Vous voyez qu'à la semaine 7, donc on est pratiquement au 2e mois, ce patient travaille sur son vélo 3 fois par semaine, et il a un exercice de 7 à 10 minutes à faire avec une fréquence cardiaque qui ne doit pas dépasser 120 battements par minute. Vous voyez, à la semaine 8, il est en semi-repos, il diminue par 2 les exercices qui sont programmés, etc., jusqu'au 6e, voire 12e mois. Là, on est dans la phase d'endurance. Il y a une équipe à Brest qui a travaillé sur ce programme et qui est en avance sur nous, puisqu'elle a inclus plus de patients que nous, sur une durée de programme plus longue que nous, puisque contrairement à nous, les patients s'engagent pour 5 à 6 ans. Nous, on pense que 2 ou 3 ans, c'est déjà bien, surtout quand les patients après vont poursuivre le programme en solo dans leur vie, finalement, de tous les jours. Alors, voilà, ces diapos nous montrent comment ces patients qui ont, dans le groupe 1, donc en bleu sur les diapositives, ces patients qui sont arrivés à des programmes d'endurance de 45 minutes 3 fois par semaine avec des petites accélérations. On voit VAS, c'est la douleur, il diminue au fil des années les niveaux douloureux. Le FIC, c'est la qualité de vie des patients qui ont une fibromyalgie. On voit aussi qu'au fil des années, cette qualité de vie s'améliore. Et enfin, l'échelle HAD, c'est l'échelle de dépression et d'anxiété. On voit aussi comment au fil des années, cette échelle s'améliore. Mais on l'a dit tout à l'heure, toute activité physique participe à cette amélioration. Alors, pour résumer, je dirais que c'est un programme qui s'adresse à des patients fibromyalgiques qui ont déjà fait
un travail d'éducation thérapeutique pour réfléchir à comment la vie qu'ils menaient jusqu'alors les a amenés à cet épuisement. Le programme ne vise pas à revenir à la vie comme avant, hein, puisque la vie comme avant nous a emmenés dans la pathologie. On insiste beaucoup dans ce programme sur la qualité de présence que l'on doit donner au moment où on s'exerce. Ça ne doit pas être un truc qu'on fait en plus en regardant la télé et en pensant aux devoirs qu'on doit faire aux enfants ce soir. C'est vraiment un temps réservé pour soi. Et c'est déjà, quand on se réserve comme ça un temps pour soi, un acte de bienveillance. Et surtout, être attentif à ce qui se passe dans le corps pour une fois. Je redis, donc ce n'est pas un programme pour faire encore quelque chose de plus, ni un défi qu'on se lance, mais c'est vraiment un programme pour renouer avec son corps, son sensorialité, tout en respectant ses limites. Donc voilà, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle, nous, relationner différemment avec la douleur, relationner différemment avec soi et les éléments environnants, et non pas lutter contre. Alors, oui, c'est effectivement assez ambitieux de proposer ça. C'est un changement total de paradigme, de vision de comment je veux mener ma vie. Est-ce que je veux continuer à être dans cette course au plus, ou est-ce que j'accepte de ralentir et d'être en présence de ce qui se passe en moi, en acceptant mes limites. Et à partir de ce moment-là, oui, si je m'inscris dans ce programme, il y a des chances pour que je puisse constater au bout d'1 an ou 2 ans une amélioration du sommeil, de mon humeur, de mon endurance, de mon estime de moi et une amélioration des douleurs. Mais j'insiste pour dire que ce doit vraiment être dans cette philosophie-là et non pas dans un défi qu'on se lance. Donc la prise de conscience du fonctionnement de ce qu'on vivait avant est extrêmement importante. Reprendre contact avec ce qui importe pour soi, pour réorganiser sa vie en mettant de la place pour ce programme. Ça aussi, c'est pour nous vraiment majeur. Et il ne s'agit plus de faire et de performer, mais vraiment d'écouter différemment ce qui se passe dans notre corps. J'allais dire, c'est plus qu'un programme, c'est une démarche. Et c'est un véritable changement de vision de comment je mène ma vie. Et voilà, on propose ça aux patients. Tous ne sont pas prêts à le faire parce qu'il y a une exigence et c'est une ambition d'arriver à tenir 2 ans dans ce programme. Mais nous avons déjà inclus 80 patients et les patients ne sont pas là peut-être pour le témoigner, mais il y a beaucoup de personnes qui ont changé leur façon de relationner avec eux-mêmes, avec la vie en général et avec, bien sûr, leur douleur. Donc, voilà, ne savaient pas que c'était impossible, mais alors ils l'ont fait. C'est une parole de Mark Twain qui illustre bien ce qu'on finalement demande à ces patients lorsqu'ils s'inscrivent dans ce programme. Je vous remercie. Alors, question du public. Alors, une première question qui vient des nombreux personnes qui sont derrière leur écran, et notamment, on a beaucoup de personnes qui sont concernées par d'autres types de douleurs. Beaucoup parlent d'endométriose. On se pose aussi des questions sur le mal de dos. La question, finalement, c'est est-ce que le même type de programme peut être proposé pour ces pathologies-là, en particulier pour l'endométriose? Est-ce que ce sont des activités différentes? Voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer pour ces pathologies-là qui sont un petit peu différentes? Voilà. Alors pour ces pathologies-là, ça ne sera pas ce même programme, parce que dans ces pathologies-là, on n'a pas constaté de sidération de la réponse au stress, donc on ne va pas procéder de la même manière. Je dirais, c'est ce que Martine tout à l'heure a dit, dans les douleurs en général, l'activité physique est préconisée et on sait qu'à douleur égale, si on pratique une activité physique, on va aller mieux que si on n'en pratique pas. Donc oui, nous, au Centre de la douleur, quel que soit le type de douleur chronique, on va encourager les patients à se remettre en mouvement. Mais ce programme-là, il est vraiment
orientées, indiquées dans la fibromyalgie. Quand on parlera d'endométriose ou de lombalgie chronique, on va proposer d'autres types d'activités physiques et on va donner d'autres conseils. On ne sera peut-être pas dans la même, j'allais dire, ambition. Merci Pascal. Une autre question, alors peut-être un peu plus précise sur l'endométriose. Comment reprendre une activité physique alors que l'endométriose donne des grosses douleurs justement pelviennes et abdominales? Est-ce qu'il y a des activités qui sont plus adaptées, des mouvements plus adaptés qui déclencheraient peut-être moins de douleurs dans les périodes les plus difficiles et qui seraient pas forcément, qui nécessitent pas d'investissement? Oui, c'est une question très difficile. Alors, déjà, si on prend le cas de l'endométriose avec des accès paroxystiques, c'est-à-dire très aigus, là, dans ces cas-là, on demande aux patients de ne pas s'exercer dans ces moments d'hyperdouleur. Quand les douleurs sont moins intenses, on va proposer déjà aux patients, avant d'aller faire un exercice ou une activité physique, peut-être de prendre un antalgique. Quelles sont les activités physiques qui sont adaptées? Martine l'a dit tout à l'heure, il faut déjà, pour tenir bon, que ce soit une activité qui plaise. Et j'allais dire une activité qu'on a peut-être déjà exercée antérieurement, auparavant, pour être un petit peu à l'aise. Mais dans les douleurs de dos, dans les douleurs d'endométriose, volontiers, on préconise beaucoup les activités aquatiques. Voilà, parce que le corps est porté. Et puis que pour commencer, il y a beaucoup moins de douleur quand on réalise ces activités que quand on est dans des milieux, j'allais dire, plus secs. Très bien, merci Pascal. Alors ensuite, j'ai quelques petites questions sur la fibromyalgie spécifiquement, et notamment sur cette notion de stress. Une personne demande, alors du coup, le système nerveux joue un rôle actif pour ce type de douleur chronique, et une autre personne qui demande, pensez-vous, dans cette vie qui va à 100 à l'heure, on aura de plus en plus de fibromyalgiques? Oui, il y en aura de plus en plus. Si on continue à... Et grâce au confinement, on a déjà ralenti. Et beaucoup de douloureux chroniques s'en sont trouvés très bien, en particulier les patients qui ont un syndrome fibromyalgique, de pouvoir ralentir, d'être à leur rythme et de faire les choses qui importaient pour eux. Ils ont vraiment touché du doigt là quelque chose qui était, j'allais dire, fondamental pour leur survie. Et oui, c'est une vraie question. Est-ce que le monde dans lequel on vit, qui demande à ce qu'on soit de plus en plus performant, de plus en plus productif, quelque chose d'un peu barbare, ne va pas effectivement conduire de plus en plus de gens vers une sidération de cette réponse au stress qui s'exprimera soit par la fibromyalgie, soit par le burn-out, soit par peut-être d'autres choses, hein. Une personne demande également, avez-vous pensé à intégrer la sophrologie dans ce programme? Alors, peut-être pas spécifiquement dans ce programme, mais ça fait partie de la prise en charge des patients, Pascal. Oui, bah là, on est un peu hors sujet, si j'ose dire, mais oui, ça fait partie de ce qu'on avait proposé en amont. Quand je disais avant que les patients rentrent dans ce programme, il y a eu tout un travail d'amont pour réfléchir ou proposer des attitudes, hein, pour commencer à ralentir et à organiser les priorités. Donc, la sophrologie peut faire partie de ce travail en amont. Mais là, on n'est plus dans l'activité physique. Ok. Alors, deux petites questions très rapides à répondre, je pense. Est-ce que la fibromyalgie se soigne ou on la garde toute la vie? On ne guérit pas la fibromyalgie, mais on peut vraiment devenir plus astucieux avec elle, on peut devenir moins douloureux, moins fatigué, et on peut améliorer son sommeil. Mais je n'ai jamais... On a vu, si, 2 patientes guérir de fibromyalgie, mais pour moi, c'est exceptionnel. Voilà. Ok. Alors après, j'ai quelques petites questions avant de passer la parole à Martine, qui sont plus générales sur la douleur. Une première sur justement dans les moments qui sont les plus difficiles, comment est-ce qu'on allie cette pratique physique et ce manque d'énergie? Alors, quand les patients sont dans ce programme,
Bien sûr, il y a des moments où ils vont être en crise douloureuse ou dans des passages très de grande fatigue. Et dans ces moments-là, on leur demande soit de réduire, d'arrêter le programme, c'est exceptionnel, mais de vraiment réduire. Et d'attendre que cette phase un peu aiguë passe, et puis on reprend le programme là où on s'était arrêté, et on réaugmente progressivement les exercices. Je crois que c'est très important, on l'a dit tout à l'heure, hein, de respecter ses limites. Et quand on est en crise de fibromyalgie, on ne peut plus faire le programme comme on pensait le faire, on réduit ou on arrête. Et on reprendra un peu plus tard. Et c'est un petit peu pareil, j'imagine, pour les autres douleurs. Vous l'avez expliqué tout à l'heure sur l'endométriose, hein, quand il y a les pics de douleur, Oui. c'est le moment où Oui, il faut faire plus d'activité. Oui, c'est vraiment des moments où c'est pas possible. Donc, on accepte ça et on attend. Et je crois que ça fait partie de ce programme, ne pas toujours se fouetter, hein, rentrer en guerre contre soi et aller de l'avant, aller de l'avant. Il y a des moments où on est obligé de faire une pause ou de ralentir, et ça fait partie de se faire face, de ce qu'on appelle faire face au syndrome douloureux chronique, sans s'en vouloir, sans culpabiliser. Une personne demande également qu'est-ce qu'il vaut mieux développer comme compétence, la force musculaire, l'endurance, la souplesse, les trois? Bon, je vais laisser Martine répondre. Force musculaire et endurance. On sait que l'endurance est le premier facteur prédictif de mortalité et de morbidité, c'est-à-dire le risque de développer des maladies chroniques, qu'on soit en bonne santé ou qu'on soit malade. C'est-à-dire que c'est un facteur prédictif qui est meilleur que l'hypertension, que le diabète, que l'obésité. Et c'est la même chose pour la force musculaire. On a maintenant beaucoup d'études, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'abord travaillé sur l'endurance, puis maintenant on est en train de redécouvrir avec la population qui vieillit et donc qui perd beaucoup de masse musculaire et voire qui n'en a pas assez, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. On est en train de redécouvrir l'intérêt de la masse musculaire, d'abord pour l'autonomie, mais même maintenant on a des techniques de mesure simples qui sont extrapolables à toute la population. Et simplement la force des bras, de serrage en fait de la main, avec on a un capteur de force, et pourtant l'avant-bras c'est pas la force la plus importante, mais il faudrait la mesurer au niveau de la jambe. Mais la jambe ça nécessite des appareils sophistiqués qu'on peut pas utiliser à l'échelon de grandes populations. Et simplement de mesurer la force de l'avant-bras en fait, et ben on se rend compte que c'est aussi un facteur prédictif de mortalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le muscle, c'est le muscle qui consomme le glucose et les graisses, première chose. Et deuxièmement, le muscle produit aussi beaucoup d'hormones qu'on appelle des myokines. Et on sait que ces hormones, en fait, elles discutent avec le cœur, avec l'os, avec le cerveau. Donc, en fait, on pense que le cerveau contrôle tout, mais il y a aussi le muscle qui commande aussi au cerveau. Bien sûr, c'est le cerveau qui a plus d'interactions descendantes, mais le muscle aussi commande au cerveau. Donc, vraiment, on a besoin des deux. Alors donc, il faut vraiment travailler les 2. Comme disait Pascal Picard aussi, c'est comme dans la fibromyalgie, hein, on n'a pas besoin d'être des sportifs de haut niveau. Il faut en faire un petit peu régulièrement pour maintenir son endurance et maintenir sa masse musculaire. Merci Martine. Une question sur les névralgies post-zostériennes. Alors, je pense peut-être pour les névralgies en général. Est-ce que l'activité peut aussi soulager ce problème? Les algies post-zostériennes sont des douleurs neurologiques, hein, extrêmement intenses. Et je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, à douleur égale, lorsqu'on s'exerce physiquement, on va mieux. On va mieux dans sa qualité de vie, on va mieux dans son moral, on va mieux dans l'estime de soi que si on ne pratique pas. Alors, on ne peut pas dire que l'activité physique va jouer directement sur les douleurs, mais comme elle va jouer sur toutes les autres composantes de notre vie, parce qu'on va se sentir mieux, parce qu'on va être valorisé parce qu'on a fait de l'exercice physique, parce que on a oxygéné, parce qu'on est moins inquiet et moins déprimé parce qu'on s'est exercé, alors on va pouvoir faire face aux douleurs
les gérer de façon beaucoup plus optimale que si on reste au fond d'un fauteuil à se morfondre sur soi. Donc oui, bien sûr que l'activité physique dans ce contexte est tout à fait primordiale. Une question également sur l'influence des hormones sur les douleurs. Une personne a entendu parler que la relaxation par la respiration influençait la production des hormones pour moins souffrir. Peut-être ça nécessite quelques éclairages, Pascal et peut-être Martine aussi. Bon, je ne sais pas répondre à cette question. Voilà, peut-être, est-ce que c'est par le biais des endorphines? Plein de choses peuvent nous permettre de fabriquer des endorphines, bon chocolat chaud, la sophrologie, rencontrer des amis, et par ce biais-là, oui, on va peut-être augmenter un petit peu le seuil de la douleur, ou en tous les cas, se concentrer sur autre chose que sa douleur. Mais c'est pas propre à la sophrologie. Je crois que c'était ça, la sophrologie, ou la respiration. Là, c'était la respiration, oui. C'était pas propre à cette activité-là. Il y a plein de choses qui, par le biais du plaisir qu'elles nous procurent, vont nous permettre de mettre à distance la douleur par plein de mécanismes différents, mais un des mécanismes, ça peut être notre production d'endorphines. Merci Pascal. Alors, j'ai deux petites questions pour Martine. Une première, est-ce que le yoga est considéré comme un sport? Je pratique 30 à 45 minutes de yoga tous les soirs. Pensez-vous que c'est assez ou dois-je rajouter une activité physique? Alors, le yoga n'est pas un sport. Néanmoins, il y a des études qui montrent que le yoga, en fait, en diminuant le stress et donc les effets délétères du stress chronique, hein, pareil, Pascal on n'est pas rentré dans les détails du stress effectivement, mais c'est nécessaire à la vie. Mais par contre, l'excès de stress, c'est délétère et c'est pas bon pour la santé. Donc le yoga, pratiquer régulièrement le yoga, effectivement, c'est du temps qu'on passe pour soi. C'est du temps effectivement à la détente. Et puis il y a du yoga qui est particulièrement énergétique, hein. Ça dépend aussi de ce qu'on fait comme yoga. Mais il y a quand même quelques études qui montrent que la pratique régulière du yoga permet de diminuer les facteurs de risque cardiovasculaire. Alors après, ça dépend ce que vous faites comme yoga, mais bon, si c'est du yoga où vous transpirez, où vous avez, vous sentez que vous êtes quand même dépensé, je pense que ça peut être suffisant. Si par contre c'est du yoga vraiment plutôt à type de relaxation et que vous ne transpirez pas, je pense qu'il peut être intéressant de rajouter une activité de type endurance au moins 3 fois par semaine, hein, pour augmenter effectivement ou maintenir vos capacités en endurance, tout en continuant le yoga, bien entendu. Ok, puis une deuxième question. Une personne dit, mais pour la marche, je pensais qu'il fallait quand même avoir une petite augmentation de la fréquence cardiaque. Alors, oui, la marche santé, pour avoir des effets cardiovasculaires, métaboliques, oui. De toute façon, dès que vous marchez, vous augmentez la fréquence cardiaque. Donc, ce que je montrais sur l'activité de faible intensité, c'était la déambulation. Mais pour que ce soit efficace, c'est 5 heures par jour. Pour que la marche d'intensité modérée ou de forte intensité soit efficace pour la santé, c'est 30 minutes par jour. Voilà, c'est toute la différence. C'est 5 minutes très, très léger à déambuler versus 30 minutes d'intensité modérée. Donc, la définition du modéré en termes pratiques pour les patients, enfin pour les personnes qui ne sont pas des professionnels, c'est en fait, vous imaginez que vous êtes avec quelqu'un, vous êtes capable de tenir une conversation, mais vous ne pouvez pas chanter. C'est ça le modéré. C'est-à-dire vous augmentez votre fréquence respiratoire, mais vous êtes capable de discuter, mais vous ne pouvez pas chanter. Et l'intense, vous êtes uniquement capable de répondre par des onomatopées. Ok, merci Martine. Alors, une petite question encore sur la fibromyalgie. Une personne demande comment fait le diagnostic de la fibromyalgie, quels médecins peuvent faire ce diagnostic. En gros, est-ce qu'il faut passer par le centre de la douleur? Voilà, c'est plus pratique. Bon, habituellement, ce sont les rhumatologues qui font le diagnostic. C'est pas le centre de la douleur. Le centre de la douleur, on arrive en deuxième, troisième position une fois que le diagnostic a été posé, soit par le médecin généraliste quand il a l'habitude, soit par un rhumatologue. Et du coup, comment sait-on qu'il y a une fibromyalgie alors que potentiellement les examens sont
Enfin, il n'y a pas de trouble. Oui, justement, c'est un diagnostic d'élimination. On a éliminé les autres pathologies qui peuvent donner un tableau un peu similaire, comme un rhumatisme inflammatoire, une hypothyroïdie ou d'autres pathologies. Ça, c'est le rhumatologue qui va faire ce travail d'éliminer les autres pathologies qui peuvent mimer ou être proches du tableau de la fibromyalgie. Et si les examens sont négatifs, alors on pourra parler de fibromyalgie sur les 4 critères que l'on a vus tout à l'heure. Très bien, merci Pascal. Alors encore une petite question sur un sujet qui revient fréquemment. Pourquoi le cannabis thérapeutique n'est-il toujours pas prescriptible alors que les patchs de durogésique sont plutôt plus dangereux? Alors, déjà, pour commencer, le cannabis, ce n'est pas un antalgique extraordinaire. C'est un autre antalgique. Voilà. Certaines études montrent qu'il ne fait pas mieux que le dafalgan-codéine. Donc, on ne va pas, avec ce médicament, révolutionner la prise en charge de la douleur. Il va pouvoir aider une petite proportion de patients qui ne répondent pas aux autres médicaments, mais il va les aider de façon, on va dire, modeste. Donc ça, c'est la première chose. Donc on ne peut pas le comparer au patch de durogésique. Le durogésique est un antalgique extrêmement puissant et le cannabis n'a pas la puissance du durogésique qui est un morphinique. Très prochainement, dans le premier trimestre 2021, la France va débuter cette expérimentation pour quelques patients dans les centres de la douleur. Donc voilà, on n'a jamais été aussi proche du but, du départ de cette expérimentation pour 2 ans en France avec le cannabis dans les douleurs neuropathiques et uniquement dans les douleurs neuropathiques. Donc ça ne concernera pas tous les patients douloureux chroniques, uniquement ceux qui ont des douleurs neuropathiques. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, très bien, très bien, très bien. Ensuite, une patiente demande j'expérimente diverses solutions, j'écoute des interventions, je lis des livres, j'observe des trucs entre guillemets qui réduisent la douleur, voilà, différentes choses et les étirements, voilà. Et elle demande existe-t-il un site internet avec un modérateur, un médecin par exemple, pour partager ces solutions? Moi, je ne connais pas de site internet où on peut coacher comme ça à distance avec un médecin, non. Mais bientôt, l'outil Idol va permettre ça, hein, puisque, en partie, on pourra converser sur le mode digital, hein, avec déjà venir déposer son évaluation et puis peut-être avoir des réponses en fonction des besoins et des indices qu'on aura notés sur l'appareil. Mais comme ça, non, je vois pas. C'est pas une mauvaise idée, mais Peut-être pour aller plus connais pas loin. de site où on puisse interagir comme ça à distance avec quelqu'un qui donnerait des conseils, qui coacherait à distance. Pour le moment, je connais pas. Ouais, c'est vrai au sein de l'Institut Analgesia, on a mené d'ailleurs une enquête auprès de patients et on a bien vu que de nombreux patients étaient en demande d'outils un petit peu comme ça qui permettent de trouver dans un seul endroit les différentes solutions, les différentes approches qui puissent les aider à venir compléter la prise en charge médicamenteuse. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, Pascal, vous parliez d'Idol. Idol, c'est un outil qu'on a développé pour les centres de la douleur. Finalement, on essaie maintenant d'aller un peu plus loin en développant un outil un peu plus grand public pour tous les patients qui souffrent de douleurs chroniques. Et c'est ce dont parlait Alain tout à l'heure, cette application qui s'appelle Apésia, qui va être une application qui permettra aussi de faire des suivis de paramètres, hein, d'activité, de douleur, de sommeil, bien sûr, hein, parce que ça, c'est important également, mais aussi de donner accès à des solutions tout en un, c'est-à-dire, en tout cas au sein de l'application, tout un tas de solutions différentes. On va pouvoir y trouver des approches pour faire de la relaxation, de la pleine conscience, du yoga par exemple, mais également de la sophrologie, de l'auto-hypnose, apprendre à faire des automassages, enfin tout un tas de choses différentes qui, prises seule à seule, vont pas forcément, vont pas avoir une efficacité incroyable, et finalement en utilisant plusieurs, pourront potentiellement, comme disait Pascal, hein, améliorer le sommeil, augmenter l'activité, du coup améliorer la qualité de vie
et du coup diminuer l'impact de la douleur. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire et c'est peut-être un moyen de répondre à cette question avec ce projet Apésia quand il pourra être développé, on l'espère, en 2021. On a une petite question aussi sur les cures thermales. Une personne demande si les cures peuvent être utiles et est-ce qu'il existe des cures combinées endométriose, fibromyalgie? Les cures thermales utiles dans la douleur, là, c'est ça Oui, la dans la question. douleur, tout à fait. Oui, c'est une préconisation très forte, hein, la cure thermale dans les douleurs chroniques, j'allais dire quelles qu'elles soient, que ce soit la fibromyalgie, l'endométriose, la lombalgie ou toute autre douleur chronique. À peu près les 2/3 des patients qui fréquentent les centres de la douleur sont invités à faire une cure thermale annuelle et la moitié s'y rendent volontiers avec des bénéfices qui sont évidents, au moins pour 3 ou 4 mois après la cure. Combiner endométriose et fibromyalgie, non, mais si vous allez dans une cure thermale orientée fibromyalgie, ce sera déjà un beau programme et ça vous aidera aussi pour l'endométriose. Très bien. On a également des questions beaucoup sur la phytothérapie, sur voilà, les autres approches auxquelles on pourrait faire appel. Une personne parle du curcuma aussi. Voilà, peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus, Pascal, sur le niveau de preuve de ce genre de... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de niveaux de preuve. On sait que le curcuma a un effet anti-inflammatoire. Certains laboratoires, un laboratoire a mis en place un traitement pour la fibromyalgie à base de plantes et au sein de toutes ces plantes, il y a le curcuma parce qu'il a des vertus anti-inflammatoires. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'évidence-based medicine sur le sujet. Voilà, je crois qu'il faut que les personnes... on n'a pas de preuve d'efficacité du curcuma dans les douleurs spécifiquement. On connaît comment fonctionne cette molécule. Elle n'est pas inintéressante, mais pour ma part, je n'ai jamais vu des résultats sur les douleurs chroniques sur d'autres, mais pourquoi pas? Voilà. Mais on ne peut pas en attendre un effet antalgique majeur. Et alors, on va peut-être prendre encore 3 petites questions rapides, et puis je crois qu'on aura fait déjà un beau tour des échanges. Une personne demande, est-ce que la fibromyalgie veut dire somatisation, voire dépression, ou est-ce que ce sont bien 2 pathologies différentes, c'est-à-dire fibromyalgie et dépression? Est-ce que la dépression est inhérente à la fibromyalgie ou est-ce que... Non, je dis souvent pour faire une fibromyalgie, enfin pour vivre une fibromyalgie, il ne faut pas être déprimé, il faut être courageux. Donc non, pour moi, c'est vraiment 2 pathologies différentes, même si parfois elles s'associent. Et puis une personne demandait, savons-nous comment nos voisins étrangers gèrent la douleur? Ont-ils des solutions innovantes ou font-ils comme nous? Ils font moins bien que nous. Je crois que on a une association internationale de la douleur, on converse entre nous, on partage les données, on sait ce que font nos voisins et on s'inspire de ce qu'ils font comme eux s'inspirent de ce que nous faisons. Il y a vraiment, si j'ose dire, une mondialisation du traitement de la douleur. Maintenant, on fait tous à peu près la même chose et on a tous le même état d'esprit lorsque on s'adresse à des patients qui ont une douleur chronique. Il n'y a pas des gens qui font autre chose qu'on ne ferait pas ou mieux. On a vraiment, je crois, tous le même état d'esprit, la même vision des choses lorsqu'on s'intéresse à la douleur chronique en associant des techniques médicamenteuses et non médicamenteuses. Oui, on peut dire qu'ils n'ont pas de médicaments particulièrement innovants que nous n'aurions pas en France. Je vais demander à Alain Échalier, mais je ne crois pas. Non, me dit-il. Non. Et puis, on va peut-être terminer sur une question qui est revenue plusieurs fois autour de l'alimentation. Est-ce qu'il y a des aliments à proscrire? Est-ce que les aliments qu'on dit pro-inflammatoires seraient à proscrire? Est-ce qu'il y a des plantes qui seraient intéressantes pour la prise en charge de la douleur? Tout ce qui est autour de l'alimentation, la phytothérapie. C'est vrai qu'on a tendance à dire que certain type d'alimentation est pro-inflammatoire.
c'est tout ce qu'on appelle la junk food, hein, c'est vraiment la malbouffe, quoi. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Tous les sucres rapides sont pro-inflammatoires. Un excès de viande rouge est pro-inflammatoire. Alors, par le biais de voilà, effectivement, de ces aliments qui peuvent générer de l'inflammation, eh bien sûr qu'on peut favoriser les douleurs, mais pas que, le cancer aussi, l'obésité, le foie gras, comme on a dit tout à l'heure, et que autant faire se peut, éviter effectivement ces aliments-là. Au niveau de la phytothérapie, on l'a déjà dit tout à l'heure, il n'y a pas de preuve pour dire que des éléments de phytothérapie seraient antidouleurs, antalgiques. L'arpagophytum ne l'a jamais montré, le curcuma non plus. Mais bon, on peut dire que certains patients les utilisent avec succès et nous, on n'interdit pas ça. On encourage les patients qui nous disent moi j'ai besoin d'arpagophytum pour traiter mon arthrose ou de curcuma pour traiter mes douleurs X ou Y. Et si les patients s'en trouvent bien, alors qu'ils continuent. Il n'y a pas de limite à ça ou d'effet secondaire. Très bien. Allez, une petite dernière pour terminer. Quels exercices peut-on effectuer si on souffre de rhumatisme chronique pour renforcer ses muscles sans réveiller les douleurs? Je vais laisser la parole à Martine, hein, si c'est des exercices relaxants, étirants. Oui, on peut faire déjà du renforcement musculaire tout simplement avec du poids de corps, donc sans prendre des charges ou des toutes petites charges. L'important, c'est effectivement de garder ses masses musculaires. Donc, ça veut dire qu'il faut faire travailler un petit peu ses membres inférieurs, ses jambes, ses bras. Bien penser aussi à travailler un peu son gainage. Donc, surtout pas faire des abdos comme on le voit quand vous faites des tutos sur YouTube, c'est-à-dire allonger les genoux repliés en remontant la tête. Hein, ça, c'est pire que tout. Mais bon, faire une bonne planche, voilà. Mais des choses en douceur, histoire d'avoir garder un petit peu de masse musculaire. Voilà. Mais ça peut sembler a priori paradoxal, mais c'est d'avoir, parce que des fois les douleurs aussi, elles peuvent survenir liées à un déséquilibre musculaire. Hein. On a un côté plus musclé que l'autre, donc on compense. On a une jambe ou un fessier plus musclé que l'autre, donc on compense et donc on se fait mal ou on marche mal ou etc. Donc simplement d'avoir du renforcement musculaire. Donc c'est vrai que je dis renforcement musculaire plus que musculation parce que les gens, quand on dit musculation, on imagine tout de suite des grosses charges en poussant des cris devant une glace, etc. Non, c'est du poids de corps. Ou alors ce qui est encore mieux, c'est, vous savez, ces petits élastiques qu'on achète à 10 € dans les grandes surfaces ou au type Décathlon pour pas donner de marque. Et ces élastiques qui ont l'intérêt que quand on contracte, c'est contre une résistance. Puis après, quand on relâche doucement, donc c'est pareil, c'est contre-résistance. Donc à la fois, on travaille en contraction du muscle et en relâchant le muscle, quand le muscle s'allonge. Donc ça permet de travailler tout en douceur en concentrique et en excentrique, ce qui est vraiment très très bien pour faire travailler le muscle. Et ce type d'exercice, effectivement, quand on a des douleurs, en particulier des douleurs liées à une maladie inflammatoire rhumatismale, nous on a un protocole sur les maladies rhumatismales. Mais faire aussi un peu d'endurance et à l'extrême, là on a un protocole, on a deux protocoles. Un où c'est du tai chi. L'intérêt du tai chi, c'est qu'effectivement c'est très en douceur, mais ça fait travailler aussi la souplesse articulaire. Donc effectivement, il faut faire aussi des assouplissements pour garder une certaine souplesse articulaire. L'intérêt du tai chi, c'est que vous faites tout ça en même temps. Donc c'est beaucoup plus ludique, puis c'est en groupe, donc c'est plus facile que de faire ça tout seul. Et on a un autre travail avec du tango. Alors, le tango, c'est vrai qu'a priori, c'est pas très intuitif, mais justement, l'intérêt du tango, c'est que on est à deux. Et pour faire du tango et pour danser le tango, faut s'oublier. C'est-à-dire qu'il faut se mettre en contact. Alors, évidemment, le contact, c'est un peu difficile. Mais se mettre en contact avec l'autre, il faut suivre l'autre. Il faut s'oublier complètement. Et effectivement, il faut suivre et faire confiance à l'autre. Et on a des femmes qui étaient hyper douloureuses, très, très, très limitées dans leurs mouvements et qui, avec la tangothérapie, en 3-4 séances, on les a vues, mais vraiment changer et être beaucoup plus mobiles. Donc, vous voyez, il y a plein de choses possibles. Pareil, il faut pas se limiter, il faut trouver des choses qui vous font plaisir, mais vraiment en douceur. Et effectivement, tout ce qui se fait dans l'eau aussi, hein. L'eau chaude, donc c'est un petit peu l'intérêt de tout ce qui peut se faire
en aquagym, parce que là, vous faites aussi un petit peu de résistance. Parce qu'en fait, rien que d'être dans l'eau, vous êtes déjà un petit peu en résistance. Et il y a des exercices qui peuvent se faire dans l'eau aussi en résistance. Donc, il y a beaucoup de possibilités, mais tout ça se fait en douceur, avec des petites charges. Voilà. Très bien, eh ben, merci beaucoup. Je crois que c'était très clair. On a des retours très positifs de tous les participants sur les interventions et sur à la fois sur vos diapositives et sur les réponses aux questions. Donc, je pense que c'est très bien. Donc, je crois que la conférence va se conclure. Peut-être, Martine, si vous pouvez encore cliquer une fois sur la présentation pour passer juste la dernière diapo. Voilà, et encore une petite fois, hop, on vous remercie tous pour votre participation. Vous voulez en savoir plus sur les projets de la Fondation Institut Analgesia, vous pouvez aller sur le site internet institut-analgesia.org. Vous vous intéressez au projet Apésia dont vous avez parlé Alain, eh bien vous pouvez aller voir le projet plus en détail sur notre page Ulule. Et puis, s'il vous plaît, si vous avez envie de devenir, peut-être de tester ce projet en avant-première, de devenir ce qu'on appelle bêta-testeur, c'est-à-dire de nous aider à améliorer l'outil pour qu'il réponde aux besoins d'un plus grand nombre de patients douloureux chroniques, eh bien, n'hésitez pas, soutenez-le sur Ulule. Voilà. Alain, je vous laisse peut-être le mot de la fin. Mais le mot de la fin est un mot de remerciement à tous les participants à cette manifestation, d'un remerciement à nos collègues oratrices qui, je crois, ont montré l'intérêt de l'activité physique de façon claire, les problématiques liées au risque liées à la sédentarité. Je ne vais pas reprendre tout ça. En tous les cas, je veux remercier tous les participants, remercier les conférenciers et remercier les organisateurs de l'Institut Analgesia et vous dire à l'année prochaine, puisque nous faisons ça une fois par an, et l'année prochaine, nous le ferons aussi, entre autres, sous cette façon-là. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.